Voilà, donc on n'est pas rafraîchi, mais on est rassasié a priori. Donc c'est un progrès. Et puis c'est l'alimentation qui compte. Donc là, on va rentrer dans une table ronde qui est plus centrée sur, comme j'avais dit ce matin, sur les voies de progrès, mais pas que. Hein. Comme je tiens encore à rappeler que évidemment il y a des choses qui convergent, compte tenu de l'engagement et de l'énergie que chacun des personnes qui vient s'exprimer ici met en œuvre au quotidien et dans ses projets. Néanmoins, on va aborder la thématique RSO un peu plus spécifiquement. Et donc, pour aborder ces thématiques, en commençant, alors je ne respecte toujours pas l'ordre paritaire, de façon quantitativement peu significative, malheureusement, mais par l'ordre d'apparition à l'écran, toujours, Alexis Hubert, qui est responsable de la qualité et de la performance et du développement durable. Dans le sens là, donc je suis à contresens. On va y arriver. Je suis à contresens de l'écran. Bon, alors j'ai fait mon sens à moi, voilà. Et donc si je fais mon sens à moi, je commence par les dames, parce que je suis vieux jeu. Et donc c'est Dalila Assassi, qui est infirmière coordinatrice au groupe MRA. Et donc on reprend, pardon Alexis. Alexis Hubert, responsable de la qualité, de la performance et du développement durable à l'APF. Georges Ajagaya Lebeau, qui est directeur multisite à la Fondation Partage et Vie. Vous corrigez, hein, parce que... Christophe Lavelle, à ma droite, chercheur au CNRS et au Muséum d'Histoire Naturelle, qui est biophysicien. Muséum national. Muséum national. Je savais que ce petit N voulait dire quelque chose, mais je pensais que c'était naturel. Ouais, d'accord. Voilà. Et par contre, formateur des professeurs de cuisine, hein, en France et dans le monde entier. Et Benjamin Lemoine, à mon extrême droite, à votre gauche, qui est manager en charge du développement. C'est pour pas qu'il y ait de... Voilà. Il faut rester dans l'ambiguïté sur ces sujets. Du développement durable à l'ANAP, qui est l'Agence nationale d'amélioration de la performance. Appui. Appui, amélioration. Pardon. Pour les acronymes incorrectement décryptés. Donc ce que je propose, c'est Alexis... Ah ouais, vous avez rétabli l'ordre. Alexis Hubert, qui est dans la construction d'une démarche RSE et d'autres choses, de l'application de cette démarche avant même qu'elle soit conçue dans une réflexion sur son organisation, va nous en parler pour rentrer dans le vif du sujet. Merci Laurent. Bonjour à tous et merci donc à EC6 d'organiser cette journée qui, jusqu'à présent, est intéressante, chaude mais intéressante. Donc j'espère qu'on va réussir à conserver l'éveil et l'attention de tous durant l'après-midi. Donc en effet, je m'occupe de la qualité, de la performance et du développement durable à APF France Handicap, puisque c'est une association qui a été renommée il y a un mois environ. Très brièvement, donc c'est une association qui a deux piliers fondamentaux, la promotion des droits des personnes en situation de handicap dans la société et la mise en œuvre effective de ces droits, puisque parfois on a des lois qui sont votées mais qui peinent à être mises en application. Et puis la gestion d'environ 450 structures un peu partout sur le territoire français qui sont là pour accueillir, accompagner, épauler des personnes qui, à un moment de leur vie ou tout au long de leur vie, sont confrontés au handicap. Donc en effet, comme disait Laurent, on démarre cette année une réflexion sur notre responsabilité sociétale en termes national, donc sur une association qui regroupe à peu près 15 000 salariés, 25 000 bénévoles, qui accompagne chaque année 35 à 40 000 personnes en situation de handicap. Donc c'est une réflexion d'envergure que l'on lance, et c'est pas anodin, on la lance la même année qu'une refonte de notre politique restauration. Pourquoi je dis que c'est pas anodin? Puisque en préparant un petit peu donc cette table ronde, j'ai griffonné deux chiffres que j'ai réussi à trouver sur Internet. Le premier, c'est que 80 à 85% des Français, lorsqu'on les interroge, se prononcent en faveur d'une agriculture bio et locale. Et la restauration collective sert environ 3% de produits qui sont issus de l'agriculture bio et locale. Donc là, on voit une forte disparité entre des attentes sociétales et une réalité de restauration collective. Et puis le deuxième chiffre que j'ai trouvé, c'est que 65 000 tonnes à peu près
de produits phytosanitaires sont répandus chaque année sur notre territoire, donc en France, avec des effets que ça a sur l'eau, sur les sols et sur notre nourriture et notre air que l'on respire. Et là encore, les Français sont sensibilisés sur ces questions, s'y opposent, et pourtant, on a pu voir que la loi alimentation, très récemment, n'avait pas été au bout de certaines mesures sur un meilleur respect, justement, et une diminution de l'utilisation de ces produits-là. Donc on peut voir qu'il existe en France, quand même, une certaine dichotomie, une certaine disparité entre des attentes sociétales, qui sont celles qu'on a à APF France Handicap, qui sont celles de personnes en situation de handicap, mais qui sont aussi celles de tous citoyens que nous sommes, et puis une réalité en matière de restauration collective, une certaine forme d'inertie parfois face à ces thématiques-là. Donc, voilà. Donc, ces deux chiffres peut-être juste pour lancer... Planter le décor de voilà, le décalage. Et puis après, on ira peut-être plus en détail sur ce qu'on commence à mettre en œuvre au niveau de l'association. Et du coup, peut-être une question quand même. Ce constat, ces chiffres, c'est du coup, quand on se lance dans une politique RSE, ça veut dire que la montagne est très haute. Ça veut dire qu'on se sent précurseur. Alors, c'est en même temps un petit peu effrayant, je pense, puisque on voit qu'il y a beaucoup à faire. D'un autre côté, c'est un petit peu aussi le micro fonctionne pas bien. Alors, le micro, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est la magie, il faut le tenir par les fermement dans la cordes. main et proche, c'est comme ça. Technologiquement, je ne saurais pas l'expliquer, mais ça fonctionne. Donc je vais essayer de le tenir très fermement et par en haut. Voilà, donc en même temps, c'est un petit peu, voilà, le challenge est important, et en même temps, lorsqu'on est dans une association qui englobe un grand nombre de personnes, on sent qu'on a la possibilité de faire bouger les choses aussi. Le titre de notre projet associatif qui va être renouvelé là, mais c'était bouger les lignes. Donc voilà, c'est un petit peu l'enjeu de cette démarche-là. D'accord, alors on verra comment après, dans le développement du discours, du débat plutôt. Georges Agaya-Lebeau, vous êtes dans une charte, c'est ça Oui, bonjour à tous. Donc Georges Agaya-Lebeau, effectivement, faisant partie du groupe Fondation Partage et Vie, fondation d'utilité publique, qui gère presque 120 établissements partout en France, y compris dans les DOM, ce qui est aussi la France, hein, évidemment. Derrière cela, oui, charte, mais dans les propos du matin également, et dans les échanges, hein, aussi formels ou informels, on s'est tout de suite rendu compte que quelles que soient nos associations, quels que soient notamment les acteurs sur le terrain, le niveau cadrage, prise de conscience de la responsabilité sociétale existe au niveau des associations. Chacun d'appeler au titre de la restauration du projet nutrition, de l'intitulé 3S, de l'intitulé, enfin bref, on a entendu, au sein de notre fondation, on a appelé cette charte la charte GPS, hein, donc pour garder le cap, goût, plaisir, santé, tout simplement. Et je remercie encore EC6 pour nous avoir aussi accompagnés dans l'élaboration de cette charte aussi. Donc l'idée, au-delà d'un produit particulier, c'est d'évoquer que oui, toutes les associations, tous les acteurs, à partir du moment où ils ont une taille à minima critique, ont un rôle à jouer. C'est ce qu'on appelle une taille de plaidoyer, quelque part. Faire valoir et exister. On parle de citoyenneté et de responsabilité. Donc, nos modèles économiques, et on va les décliner ensuite, hein, et nos interrogations sur le soin et la nutrition, oui, mais peut-être que l'ambition de nos établissements, nos associations, c'est aussi à un moment donné, avec les moyens dont on connaît, mais de pouvoir faire évoluer les choses. Voilà. En tout cas, dans la philosophie, on se retrouve tous sur ce constat-là. La déclinaison sur le terrain, c'est autre chose, et voilà, on en parlera aussi. Et qu'est-ce qui caractérise le moment où on décide d'avancer, de sauter le pas ? Sur la mise en œuvre, une évidence. Une évidence projet d'entreprise. Tous autour de la table, on participe de ce projet de société. Que ce soit au niveau des dirigeants, que ce soit au niveau des professionnels sur le terrain, on participe jamais. On vient souvent dans nos établissements par hasard en tant que professionnel, mais au bout du chemin, on n'y reste que par conviction. Donc, quand je dis naturellement, oui. Après, on va reparler des contraintes et des blocages. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient une responsabilité
dans nos organisations, c'est une question, au-delà de responsabilité, une question de survie. D'accord, je vais reformuler ma question en plus aiguë. Oui. Comment on peut caractériser l'instant T-1, c'est-à-dire avant qu'on... C'est-à-dire, on a pris cette décision parce qu'elle est devenue une évidence, mais pourquoi ce n'était pas une évidence un instant avant? L'expertise des années, la société évolue. On a des pouvoirs publics qui, on l'a entendu, Alexis parlait de la loi, en particulier la loi alimentation. On a effectivement, on peut évoquer à la fois des éléments de cadrage institutionnel, mais les éléments de cadrage institutionnel ne naissent que aussi d'initiatives sur le terrain. D'accord. Donc c'est un instant T où votre énergie à vous et un contexte un peu fait que ça bascule. Ok, d'accord. Alors, Benjamin, vous, de façon un peu transversale, vous essayez de stimuler les énergies, c'est ça, dans le secteur médico-social et de santé. Pardon. Je vais essayer de stimuler votre voix. Oui, alors ça va être plus difficile. Je vous remercie d'aborder ce sujet. C'était évoqué à l'instant, la question de la dénutrition n'est pas nouvelle, c'était dit ce matin aussi. C'est pas un nouveau sujet, ça fait des années qu'on y travaille et les résultats ne sont pas probants. Alors je vous remercie d'organiser une journée comme ça pour réveiller un peu, susciter la réflexion et ne pas désespérer et tenter des choses nouvelles. Peut-être un mot sur l'ANA pour ceux qui ne connaissent pas bien. Vous me permettez, deux points importants. On est une agence publique avec double tutelle santé et budget. Et oui, on est là aussi pour accompagner les démarches qui visent à améliorer la soutenabilité économique de notre système de santé. Et notre pilotage est lui aussi double, à moitié par les établissements sanitaires et médico-sociaux, par l'intermédiaire de leur fédération, et l'autre moitié par l'État. Voilà, donc on est un peu une agence qui aide le secteur à aborder les grandes transformations qui le traversent. Transformation numérique, transformation ambulatoire et transformation aussi d'une meilleure prise en compte des enjeux sociétaux, donc développement durable, responsabilité sociétale. Alors, comment est-ce qu'on aborde ce sujet? Ce matin, on a soulevé le fait que c'est un sujet qu'on peut aborder en regardant des indicateurs, en essayant de voir si tout ça, ça passe des seuils qui seraient jugés comme acceptables. Et puis on se rend compte que c'est pas suffisant, il manque toujours une variable. Voilà, quand on suit des indicateurs, il manque toujours une variable pour se dire que c'est globalement satisfaisant. C'est un peu ce qu'on reflète, nous, dans notre définition de la performance, qui n'est pas la nôtre, en fait, qui est celle de l'Organisation mondiale de la santé, qui vise à dire un système de santé qu'on met en place, et donc là, un projet qu'on peut mener pour lutter contre la dénutrition, ne sera performant que si, d'abord, il améliore la qualité de la prise en charge et de l'accompagnement des personnes, que si, deuxième condition, il le fait en assurant une bonne qualité de vie des professionnels, parce que la première ressource de nos structures, ça reste les professionnels qui travaillent chez nous. Et si, in fine, c'est soutenable économiquement. Voilà, je crois qu'on peut aussi se rappeler régulièrement que nos dépenses de santé augmentent chaque année. Donc l'idée n'est pas toujours de faire baisser le budget de la Sécu, il augmente. Mais il faut collectivement utiliser au mieux cet argent, parce que les besoins de santé de la population, eux, augmentent encore plus vite que le budget de la Sécu. Voilà. Et je trouve que ça explique pourquoi est-ce qu'on constate dans les structures que la question de la dénutrition est souvent renouvelée lorsqu'on l'aborde dans une démarche de RSE, RSO, de responsabilité sociétale, c'est-à-dire dans une démarche plus large où on va voir, on essaie de regarder les différents enjeux, pas uniquement l'impact économique, pas uniquement l'impact écologique des déchets alimentaires, pas uniquement l'impact en termes de santé, mais aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, on pourra y revenir, les enjeux en termes de qualité de vie au travail des professionnels, car c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler dans un contexte où les résidents ou les personnes accompagnées ont plaisir à manger, où elles ne sont pas dénutries, où on n'est pas obligé de donner des compléments alimentaires pour compenser ce qu'on n'a pas su faire passer par les repas. Voilà, donc c'est une approche plus transversale qui donne plus de sens aux actions des professionnels et semble obtenir de meilleurs résultats aujourd'hui dans les établissements. C'est une vision où la continuité, le décloisonnement qu'on envisageait ce matin là, à travers une intervention permet de donner une impulsion développement durable à l'acte alimentaire.
Disons que, j'ai envie de dire, le développement durable permet de revisiter tout un tas de questions dans nos établissements, et cette question en est un bon exemple. Par le prisme du développement durable, les professionnels retrouvent plus de sens à leur action, et on n'est pas simplement là pour essayer d'améliorer le taux de dénutrition ou le taux de gaspillage. Il faudrait arrêter de mal manger, ça n'aurait pas suffi. Tandis que si on met développement durable, c'est un habillage qui permet de pénétrer mieux les consciences. Je provoque, bien sûr. Oui, derrière le développement durable, c'est le principe d'avoir une approche plus holistique, de regarder les différents facteurs et de sortir de ces projets qui suivent un indicateur et donc un peu unidirectionnel en ignorant tous les effets collatéraux. Vous savez, le développement durable, on est obligé de regarder de manière plus globale. Donc on voit bien le global et puis on va essayer de détailler, vous nous expliquerez qu'est-ce que ça amène à impulser concrètement. Alors, Daïla, RSE ou pas RSE, c'est la vie. C'est-à-dire, vous êtes comme M. Jourdain. C'est-à-dire, de la RSE, ça fait des années M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Hein. Et vous faites peut-être de la RSE sans le savoir depuis des années, avec les moyens que vous avez et l'intention dont on ne peut pas douter, en tout cas, dans des échanges qu'on a pu avoir. Ouais. Racontez-nous un peu. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis plus sur le terrain, dans le quotidien. Et donc je suis dans une structure, une EHPAD, qui accueille 93 personnes. Ça fait 10 ans et un petit peu, je m'intéressais déjà avant d'arriver sur cette EHPAD-là, sur ce que voulait dire nutrition. Voilà. Et on était beaucoup, moi j'ai été formée comme ça, sur des nutritions, donc sur des chiffres, des bilans biologiques, le poids. Puis comme tous, on donne des CNO, faut manger, et puis au bout du compte... On n'a pas spécialement les résultats attendus, on s'épuise, on finit par abandonner. Des CNO les compléments nutritionnels. D'accord, ok. Ouais. Et puis j'ai réalisé, par rapport à mes équipes, par rapport à un peu tout, il y avait le soin en structure, qui avait une place importante, à qui on donne une place importante. Puis la restauration, qui est aussi une place importante. Donc tout le monde était là, mais on ne communiquait pas ensemble. Et je me suis dit... Il faut redonner un sens au mot nourrir. Voilà. Le mot manger, nourrir. Et nourrir, c'est vivre. Et on accueille dans notre structure des personnes, quand elles arrivent, le mot vivre, ça veut souvent pour eux plus rien dire. Ils n'ont plus envie. Et nous, on doit leur donner le goût à tout. Donc, je me dis, en fait, quelque part, on est une micro-société. Voilà, on est une grande maison. Je me dis, on est une grande maison... avec plein de petits appartements. Nous, on en sort, eux en sortent pas. Donc j'ai essayé, je me suis dit, il faut qu'on oublie... Le côté médical a pris une place trop importante, à mon avis. Voilà, vraiment trop. Et qu'il fallait redonner un sens au mot manger, parce que la symbolique du mot manger. Donc comme on l'a dit depuis ce matin, le plaisir, la réunion. Alors, c'est des gens qui se retrouvent seuls, mais on sait tous l'importance d'un repas. Un repas, pour nous, c'est on mange, on est avec nos enfants, nos parents, peu importe. Bon, en tout cas, l'histoire de manger, c'est ensemble. Donc, il fallait essayer de recréer ça dans une micro-société, à l'intérieur d'une structure où il y a des obligations alimentaires, des obligations budgétaires, voilà. Ce que j'entends, ce qu'on me dit, c'est la responsabilité, c'est vous qui l'avez prise, avec vos 93... Enfin, vous et votre équipe. Ouais, ensemble. Ensemble. Ouais. Je ne limite pas à vous, bien sûr. J'imagine que l'équipe que vous animez. La société, pour vous, c'est la micro-société. Mais quand même, c'est ça que je voulais venir, vous m'avez dit, ça fait 30 ans que rien n'a bougé, et là, ça commence à bouger. Donc c'est ça que c'est là-dessus. Après, on reviendra sur tout ce que vous faites. On a fait un petit tour de table pour planter différents aspects. On va voir sur l'aspect plus recherche de ce terme responsabilité sociétale, sociale. Donc rien n'a bougé. C'est ça le sentiment que vous... Et ça bouge. Ça commence à bouger parce que je pense c'est là où il faut qu'on sorte chacun de nos professions et qu'on se considère comme citoyen. Voilà, ce matin ils l'ont dit. Voilà, il faut que tout ça revienne en fait. En tout cas, la grande société en général, on doit la faire vivre dans nos structures, en tout cas dans notre lieu, et penser comme un citoyen. D'accord, ok. Voilà, alors on reste aussi encore... Voilà, on est professionnel, on a un rôle à tenir, mais on est avant tout citoyen. Ok. Voilà, alors, pour finir le tour de table initial, la responsabilité, la RSO,
dans un projet comme Renaissance, est-ce qu'il y a un... Alors la RSO, pour moi c'est un gros mot parce que je sais pas je sais ce que ça veut dire maintenant. C'est pas des vocabulaires c'est pas des vocabulaires qu'on manipule beaucoup en recherche fondamentale. Mais dans les réunions mais les chercheurs, à un moment donné, c'est des mots compliqués qui sont prononcés. Voilà, c'est un peu comme MNHN. Effectivement, c'est des mots compliqués qui peuvent être prononcés dans certains cadres, et aujourd'hui en est un exemple. Responsabilité sociétale, c'est un peu comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une évidence d'une certaine manière. Encore faut-il que ça se transforme en réalité sur le terrain. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'elle s'intègre dans un projet de recherche? Est-ce que c'est l'objet de recherche? Alors, faire de la recherche? Non. Ou est-ce qu'on arrive à... Voilà. C'est-à-dire qu'elle ne s'intègre pas par défaut dans un projet de recherche. Il faut savoir qu'en tant que chercheur, moi je suis dans une branche où on fait de la recherche fondamentale. Donc tout ce qui est responsabilité sociétale, application, on s'en fout. On s'en fout d'un point de vue, j'allais dire, strictement légal et même institutionnel et fonctionnel. Après, bien entendu, qu'on a envie que cette recherche débouche et une certaine utilité. Mais ce n'est pas une obligation. Une recherche fondamentale est utile en soi. Après, ça peut être d'autres personnes qui font que les produits de la recherche deviennent utiles. Mais ce n'est pas forcément le rôle du chercheur. Donc on est vraiment dans ce cadre, formé dans ce cadre ou déformé dans ce cadre, je ne sais pas comment le dire, où on produit de la connaissance, et cette connaissance, ma foi, s'en empare qui veut, et éventuellement le chercheur lui-même peut provoquer de la dissémination ou le partage de cette connaissance, mais c'est pas forcément... La finalité, la connaissance, la clarté, la vérité, alors la vérité, c'est un grand mot, effectivement, là on va vite dévier, mais la société. En tout cas, la société, on voit que dans tous les choix, on a parlé tout à l'heure, mentionné l'histoire de l'alimentation biologique ou des polluants environnementaux. Évidemment, il y a toujours un moment dans cette chaîne où, au moment de prendre une décision, on va demander l'avis des scientifiques. Et cet avis des scientifiques, on voit bien ce que ça a donné. Le pouvoir politique a le choix d'en tenir compte ou pas. Mais ça ne relève absolument pas du scientifique. Le scientifique peut se débattre, peut communiquer, peut militer si on veut, mais en tout cas, tout ce qu'il peut produire, c'est de la connaissance, et éventuellement tenter de persuader son environnement qu'il a raison, mais ça reste au final des pouvoirs, des choix de société et des choix politiques. Donc, quand on parle d'alimentation, qui est le sujet d'aujourd'hui, ce qui est compliqué dans ce sujet, comme beaucoup d'autres sujets, mais on a un sujet extrêmement complexe, puisque pour le coup, il est très difficile d'un point de vue science fondamentale d'avoir un message clair. Donc ça n'encourage pas les décisions faciles à prendre, puisque de toute façon les scientifiques eux-mêmes, dans toute leur honnêteté qu'ils doivent bien garder, sont obligés presque en permanence de délivrer des messages un peu tièdes. Éventuellement sujet à controverse, parce qu'en plus, dans une communauté scientifique, on n'est pas tous d'accord, c'est le principe de la science. Donc quand on aborde des questions de société, que ce soit l'alimentation des personnes âgées, des personnes fragiles, ou des enjeux qu'on a vus plus récemment, comme le glyphosate et d'autres qui ont fait couler beaucoup d'encre, un des points délicats de l'histoire, c'est que le scientifique a beaucoup de mal à délivrer un message noir ou blanc. Il est toujours obligé de donner des nuances, et les nuances, c'est ce qu'il y a de mieux pour, en temps décisionnel, s'emparer des nuances pour finalement décider un peu ce qu'on veut, en s'appuyant sur le fait que vous voyez, tout ce qui est cancérigène, c'est cancérigène probable, alors bon, etc. Et puis on peut toujours, comme ça, s'en sortir, ce qui ne serait pas le cas si on était capable de livrer un message clair. Je prends l'exemple du tabac, le message il est clair, donc il n'y a plus personne ne discute le fait que le tabac soit cancérigène ou pas. C'est une évidence. Donc à partir de là, le politique se sent obligé de prendre des décisions qui vont essayer de décourager les gens de fumer. Mais pour l'alimentation, on a très rarement ce cas de figure. Donc on peut très rarement dire ça, c'est vraiment néfaste. Et donc il faut prendre une décision. C'est très rare d'être dans cette situation-là. C'est moins l'alimentation des personnes âgées, puisque c'est ça l'objet de... Oui. Voilà, ça permet de circonscrire, peut-être de limiter les oppositions, les ambiguïtés, parce que pour les professionnels du terrain, il y a des choses qui semblent relever de l'évidence. Donc ça serait bien que la science, ça serait un bon hasard, on va dire. Ça serait un bon hasard. Si la science arrivait à donner des indicateurs tangibles que ça va dans une direction... que la connaissance confirme. Bien sûr. Alors la science peut donner des indicateurs tangibles qui ne sont pas forcément faciles à interpréter ou faciles à transmettre sur le terrain. Je vais juste donner des images. Moi, je suis épigénéticien au départ. J'ai même du mal à le dire moi-même, vous voyez. C'est-à-dire que je regarde comment, au laboratoire, ce qu'on essaye de comprendre, c'est comment l'environnement influence sur notre métabolisme. Influence notre métabolisme. Donc, évidemment, on a un des principaux leviers de cet environnement, c'est notre alimentation. Donc aujourd'hui, on entend toujours les phrases un peu bateau, l'alimentation, c'est notre santé, manger mieux pour vivre mieux. Et on pourrait raffiner ça, d'ailleurs on pourrait dire manger peu pour vivre vieux.
ce qui est un peu un paradoxe par rapport à ce qui nous préoccupe. On est toujours en train de parler de dénutrition, mais le problème avant la dénutrition, il n'est pas là. Et en fait, tout ça, ça passe à travers une interprétation donc, de l'épigénétique. Un exemple très concret, que vous connaissez tous, mais pas forcément pour en connaître les origines. Quand vous prenez une ruche avec des abeilles dedans, a priori toutes les abeilles sont, la plupart en tout cas sont ouvrières, mais on va trouver une reine dans la ruche. On pourrait se dire c'est intéressant parce que la reine est très différente de toutes les autres abeilles. Un abdomen 3 fois plus gros, elle vit des années alors que les ouvrières vivent quelques semaines voire quelques mois. Donc ce sont des animaux qui a priori sont très très différents. Pourtant ils sont issus des mêmes larves. Autrement dit, la ruche décide quelle cellule va donner une reine. Et pour prendre cette décision, qui est une décision collective, elle va juste changer l'alimentation de cet alvéole et mettre de la gelée royale pendant plus de 3 jours, alors que les autres s'arrêtent au bout de 3 jours et passent sur un régime pollen. Donc ça veut dire qu'en enlevant le pollen, en mettant de la gelée royale, je fabrique une reine, c'est-à-dire qu'un animal qui physiologiquement n'a rien à voir avec le reste des abeilles. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que l'alimentation, en tout cas sur une abeille, ça a un effet absolument phénoménal. Évidemment, nous ne sommes pas des abeilles. Donc on va dire, oui, c'est extraordinaire sur une ruche, mais bon, nous, ça va rester très limité. Alors on va passer aux rats. Et là, on atteint l'alimentation des personnes âgées d'une certaine manière. Parce que si on regarde les rats... Je me réjouis. C'est ça qui tombe bien. Si on regarde l'alimentation d'un rat, c'est facile de décider comment on va l'alimenter. Et une des plus célèbres manips, qui consiste à très légèrement sous-alimenter des rats pendant plusieurs mois. Et plusieurs années en l'occurrence, puisqu'on se rend compte que quand on sous-alimente, c'est-à-dire qu'ils sont en forme, hein, mais ils sont un tout petit peu en dessous de l'apport calorique qu'on a estimé étant l'apport calorique moyen, normal pour un rat qui vit une vie heureuse de rat. Et quand on se rend compte de ça, quelque chose d'extraordinaire se passe, c'est que le rat vit un tiers de plus. C'est-à-dire que l'espérance de vie est augmentée d'un tiers. C'est-à-dire que pour l'échelle humaine, ça fait 20 ans, 20-25 ans d'espérance de vie en plus. Donc c'est phénoménal. Donc on pourrait, si on voulait extrapoler, se dire si je mange vraiment à la limite de ce que je dois manger pour rester en forme, je pourrais vivre 25 ans de plus. Et évidemment... On peut faire revenir le professeur Fontaine, là, je pense. Exactement. Donc ça ne se passe pas, on voit bien que ça ne se passe pas comme ça, que ce n'est pas aussi simple, mais ça nous montre que là, il y a des mécanismes qu'on n'a pas encore complètement compris, parce qu'évidemment, si on avait compris les mécanismes, on aurait des leviers pour agir beaucoup mieux sur notre santé, mais on sent qu'il se passe quelque chose au niveau du métabolisme qui est important. Et pour la personne âgée, le paradoxe, c'est qu'on va se retrouver un peu dans l'autre sens. À partir du moment où la personne, effectivement, rentre dans cette catégorie des seniors qui commencent à avoir du mal à s'alimenter, on change de logique, et ça a été abordé ce matin, où toute la logique qu'on avait avant de se dire pour augmenter l'espérance de vie, vivre en pleine santé, il faut plutôt se sous-alimenter, on va basculer dans un régime presque opposé en disant bon, maintenant on laisse tomber ces histoires, maintenant manifestement le problème ça va être que la personne mange. Et donc on a des leviers qui sont extrêmement différents à mettre en place pour faire en sorte que la personne mange. Et là on pourra peut-être y revenir tout à l'heure sur les leviers techniques qu'on peut développer. On va y revenir. Alors ce que ça me donne comme transition facile, c'est que il y a plein de choses qu'on ne comprend pas en nutrition. Oui. Voilà, bon, ça tout le monde le sait. Et du coup, le poids de cette offre nutritionnelle très spécifique et sur laquelle on centre l'acte de soin sur les publics sensibles, ce que vous avez un peu, pas contesté, mais ce matin, ne peut pas être au centre stricto sensu de la solution alimentaire. Et donc il faut construire des choses plus larges, où plein de compétences se mettent autour, et des indicateurs un peu plus, si on veut améliorer la performance, des indicateurs plus complexes en fait. Donc c'est ce que vous avez fait vous avec votre projet 3S, c'est d'avoir des... GPS. GPS, mais de toute façon, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, chaque institution a finalement son projet, et la nutrition et le bien-être, la santé est au centre. Derrière cela, oui, le projet GPS, pour en revenir hein, tout simplement, on parle de projet institutionnel, fondation, association, on parle aussi de projet d'établissement, puisque derrière cela, c'est devenu un maître mot. Mettre finalement en fait le bien-être, la nutrition au centre également, et avant tout notre résident, en tant que citoyen individu, hein, puisque je rebondis sur la thématique. Derrière cela, ça a été aussi de se dire, mais finalement en fait, oui, les schémas classiques jusque-là en place, on parlait d'économie, on parlait de process, on parlait de rationalité. On a vu ces limites sur l'accompagnement au quotidien, parce que oui, votre témoignage dans les années, enfin, de cette expérience d'année passée ont bien prouvé que finalement, en fait, sur le terrain, les résultats n'étaient pas du tout probants. Hein. Donc, dans le même esprit, l'idée, en tout cas, c'était comment on peut, nous, société,
fondation ou établissement, enfin, agir pour que finalement, en fait, la responsabilité sociétale, la responsabilité sociale puisse se traduire sur le terrain. Une des actions, ça a été de se dire, on va pouvoir agir avec le partenaire, le prestataire, en l'obligeant à un moment donné de dire, voilà, on souhaite, on veut, on exige que dans le cadre de votre parcours ou dans votre prestation, vous puissiez avoir des catégories, vous parliez des catégories alimentaires en particulier, mais également on exige le circuit court, on exige travailler avec une certaine une obligation en compatibilité avec justement cette... excusez-moi d'être un petit peu... en compatibilité avec nos exigences sociétales, d'être au plus proche d'eux, en localité, travailler plus près, faire moins gaspiller. Donc là, on a une action en fait en direct sur un cahier des charges. Ok, très bien. On parle de prestataire. Derrière cela, ce n'est qu'un partenaire de la chaîne. Aujourd'hui, on s'est vite aussi rendu compte qu'on est tous d'accord sur la nécessité de communiquer sur ce projet collectif, sur ce projet sociétal. Mais on s'est tous rendu compte qu'on était tous omnicentrés dans notre propre carcan. Soignants dans les soignants, restaurateurs par les restaurateurs, corps médical également. Si à un moment donné, en fait, l'idée était d'avancer sur la nutrition à travers simplement un levier, qui est un des leviers, ce n'est pas le seul, c'est finalement en fait se dire, finalement la société pour qu'elle évolue, il faut que finalement les règles de communication, les règles de fonctionnement évoluent. Et c'est peut-être ça l'ambition à un moment donné, de se dire finalement, ok, on peut écrire toute loi, on peut écrire tout projet institutionnel, projet d'établissement, mais comment ça se traduit et comment on peut réfléchir? Les questions de moyens, les questions d'adapter le matériel, les questions de réfléchir. Mais il y a quand même des prérequis sur lesquels la société doit avancer, notre société. Donc, ce que vous dites, c'est que vous avez intégré des préoccupations sociétales qui étaient en phase avec ce que vous vouliez faire. Maintenant, après, la question, c'est comment on intègre chaque membre, chaque partie prenante du projet de santé dans l'application de ces grands principes. Oui. Comment on analyse en fait nos erreurs? Comment on fait en sorte que finalement, en fait, au fur et à mesure, on puisse pas simplement faire généraliser. La société doit avancer, les établissements doivent avancer, mais ce n'est pas qu'un seul partenaire. Et la grande difficulté, on s'en est bien rendu compte, le projet GPS, ça fait 3 ans que dans nos établissements, on essaye de le mettre en œuvre, d'individualiser, de cartographier nos résidents, d'avoir une photographie petit mangeur, grand mangeur, voilà, besoin. Mais effectivement, un résident n'est pas le même aujourd'hui que demain, qu'après-demain, et les choses évoluent. Il nous est important déjà de connaître ce résident. C'est des choses sur lesquelles, en fait, culturellement, nous devons, et là c'est l'entreprise, mais la société aussi, avoir un autre regard sur cet accompagnement. J'entends ce que vous dites, je pense être arrivé à vous faire rebondir l'idée, c'est qu'il faut aller sortir de la nutrition. Donc Christophe Lavelle disait, on ne comprend pas grand-chose. Voilà. Non, j'ai pas dit, c'est moi qui l'ai dit. Toi, tu as dit, on ne comprend pas encore grand-chose, et il y a des choses qui sont contradictoires. Mais ça, c'est le principe de la science. Sinon, ça ne serait pas de la science. J'entends qu'il faut, vous rebondissez en disant qu'il faut élargir le problème. Ce que Dalila m'a dit, c'est qu'il faut sortir du médical, si vous vous souvenez. Donc, c'est pas que c'est ça que j'ai envie d'entendre, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que beaucoup portent. Mais vous le dites peut-être avec le vécu de la situation concrète des gens que vous avez en face. Ouais, un petit peu... comme le monsieur en disant, pas sortir de la nutrition, mais presque, voilà, quelque part. Il n'a pas dit ça. Il l'assume pas. Il a parlé en tant que scientifique. Il dit la lumière est là, par là. Ouais. Voilà. Débrouillez-vous. Alors, je leur dis, faut pas. Vous avez trouvé l'interrupteur. Faut pas, voilà, on peut pas dire peu importe la dénutrition, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'ils mangent, le plaisir. Faut que ça, voilà, moi je me dis, j'ai des gens en face de moi qui ont un corps, qui ont un esprit, et ce corps et cet esprit est malade. Voilà. Et comment, je sais pas comment le dire. Restaurer, redonner un sens, quoi, en fait. Voilà, pour moi, c'est le plaisir et c'est aussi leur redonner
envie de vivre encore, quoi. Le peu qui leur reste, peu importe, hein, on ne pense pas à tout ça, mais bah, ils sont là. Nous, on a un lieu de vie. Voilà, faut oublier le mot. Quand je dis faut oublier le mot médical, c'est que faut qu'on repense le lieu de vie. Ça veut dire que c'est une préoccupation, mais c'est pas un mode d'action direct, en contact direct avec le patient. Quoi. Le patient, oui. Voilà. Faut qu'on ait ça s'affiche pas comme ça. Voilà, faut qu'on ait une autre approche en fait. Pour moi, une autre approche que de qualité, de dire il faut que la nourriture soit de qualité, faut qu'ils mangent une certaine quantité. En tout cas, pour les équipes soignantes, c'est des messages que moi j'ai réussi à faire passer. En disant le temps repas, c'est un temps d'échange avant, il faut maintenir ça. Est-ce que si je traduis bien ça en disant que la préoccupation de nutrition, de santé, elle est tout le temps là, parce qu'elle fait partie mais vous ne l'affichez pas, c'est pas marqué sur le fond, c'est pas marqué là. Et on l'a voilà. Voilà. On n'arrive pas avec des blouses blanches en leur disant mais si c'est obligatoire, vous devez finir ça, ça c'est votre complément parce que vous êtes dénutris. On détourne. Alors comment vous les rendez responsables de meilleure alimentation? Le résident, alors il faut que le résident soit participant. En tout cas, il faut qu'on lui donne le choix. Voilà. On lui donne déjà le choix de choisir parce que on est des collectivités, donc collectivité veut dire manger ensemble. Donc on leur impose beaucoup de choses, mine de rien. On leur impose des menus, on leur impose d'autres personnes, on leur impose des horaires repas, on leur impose... Et comment faire passer tout... En tout cas, l'imposer quelque part, mais de façon détournée. Ouais. Voilà. Donc nous, déjà, alors en tout cas, nous, sur notre structure, l'équipe, l'idée est déjà que les gens se fassent connaissance entre eux. Voilà. On essaye d'établir... Alors, le mot profil va peut-être pas plaire, mais... Voilà, on essaye de deviner en se disant un tel et un tel pourront manger ensemble. Donc on fait participer aussi les serveurs. En fait, tout le monde participe. C'est du mythique en fait. Mais mais oui, complètement. Non, mais c'est des points de départ. Si ça on le fait pas, si c'est pas réussi, tout le reste en découle. Hein. Mine de rien, manger, mais s'ils ne mangent pas, en tout cas, c'est des conséquences sur plein de choses, sur nous. Sur l'humeur des soignants, des équipes et aussi leur humeur à eux. Et des familles, en fait, ça fait encore plus de problèmes à gérer. Vous m'avez dit, la grosse question, c'est « et s'il ne mange pas ?» Donc c'est une question que vous vous posez vous, qu'à la limite, lui, non, lui, il a décidé. Et la famille, la pression, etc. Voilà. Donc moi, déjà, dans un premier temps, je me dis, mais s'ils sont déjà à table, voilà, la table est un plaisir, mais... Il n'y a pas que manger d'être avec d'autres. On peut être avec d'autres et on mange tous pas la même quantité. Hein. Donc, moi, peu importe la quantité, presque, je dirais, c'est qu'ils ont été présents à ce temps-là, qui est un temps d'échange, et ils ont peut-être grignoté, mais ils ont été présents. Donc c'est une vision un petit peu plus long terme, c'est-à-dire c'est une vision en continu. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être là, mais ils mangent moins, mais c'est important qu'ils soient là dans la continuité. Ouais. Qu'ils ne viennent pas avec leur domino, par exemple. Mais qui viennent. Ils peuvent, leur journal. On leur laisse pas une... Le problème, c'est que il faut qu'ils respectent les autres. Hein. On leur impose beaucoup de choses. Voilà, j'insiste sur ce mot responsabilité. C'est une grosse pression sur le soignant, une grosse responsabilité de dire je prends un peu le risque de gérer ça dans le temps. Ça veut dire qu'il faut l'avoir dans un coin de la tête tout le temps. Pas le voir là sur le stress de. Il n'a pas mangé à ce repas-là, mais s'assurer qu'il mange. Qui mangent. Et puis ils ont le droit de ne pas vouloir manger un jour, 2 jours, voilà. C'est là où on doit... Il n'y a rien... Alors, rien ne doit être figé, il faut penser à tout ça. Donc, on a des obligations en haut, voilà. Nous, en tant que soignants, la restauration qui doit faire des menus à tant de calories, avec tant de protéines, un légume par jour, ça, on doit le garder, parce que c'est comme ça, rediscuter tout ça, c'est pas que c'est pas nécessaire, mais on fait avec. Donc moi, je prends ce qui existe et on essaye d'adapter, et ça reste encore possible. Alors, en tout cas, au niveau de notre micro-société, qui est ma structure. D'accord. Ce que j'entends, c'est que vous intégrez une autre approche. Une autre échelle de temps dans la façon de raisonner, et un temps qui est plus durable dans le sens de... Alors, je joue sur les mots avec RSO, mais qui est plus durable dans le sens du patient. C'est-à-dire que lui dure. Il faut qu'il dure. Il faut lui laisser le choix. Donc il faut lui laisser le temps de se déployer. C'est ça. Ouais. Et puis garder, parce que depuis ce matin, on dit plaisir, on dit tous ces mots-là, on l'a tous en tête, c'est notre objectif. Mais le plaisir, c'est tout un ensemble, en fait. La nourriture en fait partie, mais dans une société, c'est pas que manger. C'est
c'est plein de choses, c'est des échanges, c'est discuter avec d'autres, c'est être bien, c'est d'avoir passé une bonne nuit. Tout ça fait qu'une journée, on est heureux, voilà. Ouais. Et l'alimentation en fait partie pour moi. Donc après, si un jour, il n'a pas mangé, voilà, c'est pas quelque chose, c'est l'échange, voilà, c'est pas quelque chose qu'on doit mettre en premier. Et leur laisser le choix. Mais c'est des populations difficiles, hein, c'est des populations difficiles. Nous, on a nos envies, on a envie qu'ils soient bien, et en même temps, on doit à la fois respecter leurs choix et nous respecter nos obligations, et on doit trouver le juste milieu. Voilà, j'ai essayé j'ai un peu osé, j'ai envie de dire, essayer de vous faire exprimer que individuellement, la notion de responsabilité, de durabilité, vous la mettez en œuvre. Alors que des fois, sans faire offense à tous ceux qui l'animent, et évidemment pas spécifiquement dans ce lieu-ci, mais c'est des fois un affichage qui est compliqué à mettre en œuvre. Donc ramener à l'échelle d'un individu, comme vous l'expliquez, j'ai forcé un peu le trait, bien sûr, l'audience m'excusera, les mots prennent leur sens dans l'action aussi individuelle, pas seulement dans un projet collectif. Néanmoins, pour donner la parole à votre voisin, ces projets collectifs, ils sont nécessairement avec un certain nombre d'axes qui permettent d'entraîner des équipes, de définir un cap qui ne fonctionnera bien sûr que si les gens s'en emparent. Donc c'est peut-être au niveau de l'APF un peu illustrer ce que vous mettez dans le viseur de vos équipes. Oui, je vais répondre à votre question et puis après je rebondirai sur ce que vous avez dit avant. Pour répondre à votre question, nous, c'est pas forcément très original, hein, je rejoins ce qui a été dit au niveau de la Fondation Partage et Vie, au niveau de la DAPI de la Loire. On a mis en place trois axes. La première chose, c'est qu'on continue de beaucoup travailler sur nos approvisionnements, parce que pour avoir une nourriture de qualité, il faut avoir des bons produits. Donc ça, c'était vraiment... c'est un travail qui est toujours en cours d'ailleurs, notamment avec notre service achat, qui reprend ligne à ligne quels sont les produits que peuvent acheter nos établissements, et puis ceux qu'ils ne peuvent plus acheter. Donc là, il y a un côté aussi un petit peu restrictif, hein, c'est-à-dire qu'on dit à nos établissements, non, un poulet à 1,50 €, non, vous n'en achetez plus. Ça ne fait plus partie des produits que vous pouvez acheter, parce qu'on ne peut pas acheter un bon poulet à 1,50 €. Donc ça, c'est la première chose. Donc politique d'approvisionnement. La deuxième, c'était un aspect davantage contractuel. Donc l'idée, ça a été de se dire, on va essayer de passer par seulement quelques sous-traitants, avec l'idée d'un effet volume, en disant, notre restauration à APF France Handicap, ça représente entre 12 et 14 millions d'euros par an. Donc c'est un gros volume. Et on leur dit, si vous voulez avoir ce marché-là, il va falloir vraiment gravir d'un cran sur un certain nombre d'indicateurs. Par exemple, sur de l'approvisionnement en circuit court. On leur a dit, à partir de maintenant, c'est 25 ou 30%. Par exemple, sur la pesée du déchet alimentaire. Par exemple, sur des choses comme ça. Et quand on dit aux sous-traitants, c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que vous avez un gros marché en face de vous, mais derrière, il faut que vous respectiez un certain nombre d'engagements, et ça marche. Parfois, ils grincent un petit peu des dents, mais ça marche quand même. Et puis le troisième aspect du travail, ça a été, et qui est toujours en cours aussi, et qui va durer sans doute des années, c'est l'accompagnement au changement de nos directeurs, de nos équipes, qui ne sont pas des professionnels de la restauration, qui sont des professionnels de l'accompagnement médico-social, et qui donc n'ont pas forcément de compétences initiales sur le domaine de l'alimentation, de la nutrition, de ces sujets-là. Et donc, il faut qu'on arrive à les sensibiliser, à les former, et donc à développer des circuits de formation, à développer des modules de formation, de sensibilisation. Il faut qu'on communique. Je prends souvent l'exemple de la ceinture de sécurité. Vous mettez votre ceinture, 99% des gens mettent leur ceinture de sécurité sans y penser. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont peur de l'amende, mais parce qu'on a sensibilisé pendant des années en disant, au-delà de 30 ou 40 km/h, si vous n'avez pas votre ceinture, c'est la mort assurée quasiment en cas d'accident. Donc c'est un petit peu la même chose c'est un petit peu la même démarche qu'il faut avoir autour de l'alimentation. C'est pas de taper sur les toits, mais c'est de dire, voilà pourquoi on engage ces changements-là, et voilà ce que ça peut apporter en matière de qualité auprès des personnes. Le deuxième aspect sur lequel je voulais rebondir et que vous avez abordé tout à l'heure, c'était sur le fait que le risque d'une politique de restauration nationale ou d'une politique RSE nationale, comme on peut la porter dans une grosse organisation comme la nôtre, c'est qu'on reste dans la bien-pensance, en effet. C'est-à-dire qu'on va faire une charte, on va dire, voilà, il y a quelques grands idéaux qu'on va se donner, et puis finalement, derrière, ça se délite un petit peu, et lorsqu'on descend sur le terrain,
on voit que c'est absolument pas mis en œuvre. Donc ça c'est un risque réel. Pour éviter cet écueil-là, la première chose qu'on garde en tête dans notre association, c'est que, ok, il y a des choses qui doivent descendre d'en haut. Par exemple, la politique contractuelle, elle est descendue d'en haut. La politique de sélection des approvisionnements, elle est descendue d'en haut. C'est-à-dire qu'en gros, on a dit, vous n'avez plus le choix sur certaines choses. Par contre, il faut aussi qu'on soit en capacité de faire remonter ce qui peut émerger du terrain. Parce qu'il y a des choses superbes qui se font au niveau des établissements. On a un exemple, par exemple, d'une structure où les personnes accueillies, donc des personnes en situation de handicap, sont un jour passées devant les poubelles et ont vu les déchets alimentaires qu'ils avaient et qu'ils n'avaient jamais en fait perçus eux-mêmes. Et ça les a révoltés. Et donc, au travers de leur conseil de la vie sociale, qui est l'instance représentative des personnes, ils ont fait remonter cette inquiétude en disant mais en fait on jette la moitié de notre bouffe, de ce qu'on achète, quoi. Et donc ils ont monté un travail en coordination avec les équipes de cuisine pour peser les aliments, s'auto-sensibiliser, aller vers les prestataires en disant on veut moins d'emballage, on veut moins de plastique, on veut moins de... Voilà. Et en fait, ils ont mené cette action-là sans qu'il y ait une directive nationale qui leur tombe d'en haut. Donc c'est un exemple qui dit, voilà, il faut aussi qu'on fasse émerger ce qui vient du terrain. Et puis peut-être la dernière chose, c'est le sens de nos démarches, c'est, on l'a dit plusieurs fois là depuis ce matin, c'est d'abord et avant tout la satisfaction et la réponse à des besoins et à des attentes des personnes qu'on accompagne dans le secteur médico-social. Et donc, il faut qu'on arrive à se doter d'outils qui permettent de mesurer cette satisfaction. Et ce n'est pas toujours facile lorsqu'on a des publics qui sont en difficulté d'élocution, voire qui ne parlent plus, qui ont des difficultés à exprimer ce qu'ils pensent, mais qui pour autant ont un avis à donner. Et donc, toute cette thématique-là, c'est celle notamment des enquêtes de satisfaction, qui sont souvent bateaux, qui ne donnent pas grand-chose, sur lesquels on donne des indicateurs très généralistes. L'idée, au travers des nouvelles technologies, au travers, par exemple, de nouvelles techniques, par exemple les pictogrammes, par exemple du français facile, du français adapté, c'est d'aller chercher véritablement, et tout de suite après le repas, par exemple, et non pas un mois après, d'aller chercher vraiment un niveau de satisfaction spécifique sur telle ou telle chose. Voilà. Et ça c'est un vrai boulot aussi qu'on essaye de mener au sein de l'association pour qu'on puisse véritablement avoir le retour de ce que ressentent les consommateurs finaux. Alors, justement, j'avais oublié de présenter quelqu'un qui n'est pas là et qui, dans ses propos, et donc que je vais essayer d'en être le suppléant, aurait rebondi sur ce que vous êtes en train d'expliquer, à savoir Philippe Bochu, qui malheureusement pour des raisons de santé n'a pas pu participer à la table ronde, qui lui m'avait répondu RSO, ces trois lettres que je sais pas trop en fait, et après qui raconte ce qu'il fait. Et dans ce qu'il fait, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire par exemple, ça m'est revenu quand vous parlez des pictos, donc il fait avec ses travailleurs handicapés en ESAT un travail d'autonomisation, c'est-à-dire qu'il a créé un projet, c'est-à-dire qu'il a mis l'alimentation comme, je crois que c'est difficile de faire plus citoyen que ça, comme accès à l'autonomie en tant que citoyen. C'est-à-dire que le fait de choisir, de commencer à choisir, je veux pas des carottes, je mets des carottes, pas des céleris, de pouvoir exprimer ça avec des méthodes d'enquête qui sont animées par les travailleurs eux-mêmes au sein de l'établissement, amorce la pompe à l'autonomisation en tant que citoyen et va permettre au fil du temps, c'est ce que j'ai compris, j'essaie de restituer fidèlement, de faire de ces travailleurs des citoyens plus autonomes de leur prise de décision. Parce qu'on s'aperçoit qu'ils peuvent faire un suivi nutritionnel, ça les amuse à travers des applis, et qu'ils sont parfaitement à même de servir de petits joujoux comme ça pour certains, de s'en emparer et d'en faire une guidance, enfin un moyen de guider leur propre nutrition, ce qui est parfois utile dans ces centres. De recevoir, ce qui m'a expliqué, ce qui m'a beaucoup frappé, de recevoir les prestataires avec sa commission et avec ses travailleurs, et de recadrer le prestataire, ça m'a beaucoup amusé, qui s'adresse bien sûr aux décideurs, bien sûr celui qui a le pognon, de dire non, c'est à eux qu'il faut parler, les gars. Donc d'arriver, et donc de donner la confiance à ces personnes, qui va construire plus qu'encore le fait à partir de carottes céleri. Et puis à un moment donné, qu'on met en situation de réellement exercer son autonomie sur des choix qui pourraient être complètement délégués aux responsables de la structure, ça conduit à un chemin de vie là qui est réel et qui est effectivement, j'entends ça, il serait venu, mais c'est ces expériences-là, je pense que vous entendez, qui viennent nourrir l'énergie d'affichage. Je ne sais pas si vous me contredirez, vous me compléterez,
qui est souvent le risque qu'on a quand on mène une politique, si elle ne se fonde pas sur les actions concrètes qui remontent. C'est ça ? Tout à fait. C'est-à-dire que sur la politique, que ce soit RSE ou restauration qu'on est en train de mener, au niveau national, on a eu la chance d'avoir l'expertise de ces 6. Donc ils ne m'ont pas payé. Hein. Ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, on n'est pas des professionnels de la restauration. Et donc, le fait qu'ils aient pu apporter leur expérience et leur expertise, ça nous a beaucoup apporté. Donc ça, c'était un niveau national et stratégique. Mais derrière, ce que vous dites, le fait d'avoir aussi les retours terrain, les expériences terrain, et qu'il y ait des marges de manœuvre, des marges de liberté au niveau local, qu'on puisse faire participer directement les personnes concernées, les consommateurs finaux, dans le choix des approvisionnements, de choses qui peuvent paraître au premier abord compliquées, mais quand on explique finalement ça ne l'est pas tant que ça, qu'ils puissent donner leur avis directement aux prestataires, eh bien je pense que ça change véritablement les choses et le regard que le prestataire peut aussi avoir sur la prestation qu'il apporte dans l'établissement. C'est que la responsabilité au regard de la citoyenneté que s'exerce à condition d'agir en citoyen le plus possible. C'est ça, je pense. Alors, il y a une autre façon de faire avancer les thèmes qui peuvent être des thèmes un peu affichés. C'est la formation, et notamment dans ces sujets-là, alimentation, nutrition, plaisir, celle des cuisiniers. Et puis de l'incitation des cuisiniers à performer. Donc je pense. Oui. Voilà. Alors, parce que c'est vrai que le travail du cuisinier est quand même central dans cette histoire, puisque justement c'est lui qui va nourrir, à condition que la personne accepte de manger. Surtout, je fais une parenthèse, par exemple, l'exemple que j'ai donné de Philippe Bochu, où j'ai dérogé de mon rôle d'animateur pour me faire le témoin. Il explique bien que c'est parce qu'il y a cette proximité avec ses cuisiniers, donc cette capacité à interagir entre êtres humains responsables, qu'il a le levier. Il s'estime heureux en fait de pouvoir agir là-dessus. Donc, quand on peut leur donner des billes ou l'envie. Alors leur donner des billes, effectivement. C'est quoi le défi du cuisinier aujourd'hui ? Si je veux simplifier, il y a un peu un double défi. On va dire qu'il va recevoir, pour revenir sur des aspects nutritionnels, il va recevoir un certain cahier des charges avec des indicateurs. Donc ça peut être justement des bilans sanguins, des mesures de poids, de tout ce qu'on peut imaginer, où on va établir un profil nutritionnel avec un besoin nutritionnel de la personne. Et donc le cuisinier a ça comme information. Et puis à partir de là, il faut qu'il traduise ce besoin de la personne en une solution technique. Et cette solution technique, il va devoir faire face à d'une part la mise en œuvre, à savoir il va falloir qu'il produise un plat qui réponde au cahier des charges purement, biochimique. Et produire un plat, ça veut dire quelque chose de structuré physiquement. Donc on va se poser la question de la texture, et on va y revenir parce que c'est compliqué. Et puis derrière, il peut faire le meilleur travail du monde qu'on peut imaginer en tant que cuisinier. On a déjà abordé ce sujet précédemment. Si la personne n'a pas envie de manger ce qu'il a préparé, il aura échoué du début à la fin. Donc ça veut dire que le défi, ça va être de donner envie de manger quelque chose qui, si elle est mangée, va effectivement répondre au cahier des charges donné. Or, le problème dès le départ, c'est que quand on va structurer un aliment, et c'est là un peu la limite de la nutrition actuelle. Alors, quand je dis les limites, je ne veux pas me faire taper dessus par les gens qui font de la recherche dans ce domaine et qui justement font avancer les choses dans ce domaine-là. On ne les a pas invités. On ne les a pas invités, ça. Je ne sais pas, je connais pas tout le monde ici. Mais c'est dire de sortir d'un schéma qui était le schéma qui prévalait pendant de nombreuses années, parce que la limite scientifique était là, c'est-à-dire que c'est une nutrition basée sur la chimie. C'est-à-dire que une alimentation, c'est des nutriments, donc des protéines, des lipides, des glucides, des vitamines, des minéraux, machin. Et donc on a un tableau chimique, c'est ce qu'on a sur toutes les étiquettes. Jus d'orange, je prends l'étiquette, il y a la liste exactement ce qu'il y a dans mon jus d'orange. Le problème, c'est qu'un jus d'orange, c'est pas une liste de composés, c'est un jus d'orange. Ce qu'on sait, pour reprendre un exemple très concret, c'est que par exemple manger des pommes, ça fait chuter les chances de développer un diabète, tandis que boire du jus de pomme, ça augmente les chances de développer un diabète. Alors en général, on dit c'est normal, dans le jus de pomme, il n'y a plus que le sucre, il n'y a plus les fibres, etc. Mais c'est pas ça. Bon, c'est pas que ça. Parce que maintenant, si je prends mes pommes, et que je les écrase, que je fais un smoothie et que je les donne à boire, c'est pareil, ça a aussi tendance, un peu moins que le jus de pomme, mais ça a quand même tendance à favoriser le diabète. Pourquoi ? Parce que j'ai déstructuré la pomme et donc une réponse glycémique qui n'a plus rien à voir. Or, chimiquement, c'est exactement la même chose. Si j'écrase ma pomme et que je la mange, je mange les mêmes molécules que si je mange ma pomme telle qu'elle. Mais la physique fait que je ne mange pas la même chose. Et le cuisinier est confronté à ça tous les jours, parce que pour donner à manger à ses patients, ou à ses clients, peu importe comment on les appelle, aux résidents, il va falloir lui donner à manger quelque chose de structuré. Alors évidemment, on peut avoir la solution de tout déstructurer, ce qu'on pourrait imaginer, on va lui donner que du liquide, mais on voit que ça fait des réponses nutritionnelles qui sont différentes. Et on peut partir dans le biais inverse en disant on va tout structurer, alors on va mettre des gélifiants à fond parce que ça va permettre de donner une belle forme aux aliments.
oui, mais si au final la texture n'est pas agréable à manger ou que la structuration physique fait que la digestion est moins efficace, ben on a aussi perdu sur cette échelle-là. Donc ça veut dire qu'il faut penser à tout. Alors évidemment, le cuisinier, il n'a pas un doctorat de physique ni de biochimie en tête, donc il faut réussir à donner un peu, et c'est aussi le cadre du projet Renaissance, se placer exactement dans ce schéma-là, c'est-à-dire faire travailler ensemble les scientifiques, les cuisiniers et les personnels du terrain pour intégrer un peu toutes les contraintes et aussi au maximum les connaissances qu'on a sur le sujet pour réussir à, on va dire, au mieux répondre au cahier des charges en tenant compte de ces paramètres extrêmement divers. Mais là où, pour revenir un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est que justement ces notions de ce qu'on appelle d'effets matrices dans l'alimentation sont des choses qui sont très compliquées à analyser. Donc ça reste encore des domaines dans lesquels on est obligé de travailler un peu de manière empirique. Et ce qui est, ma foi, normal. Ce qui revient à la cuisine, et on va essayer des choses, et puis après, c'est sur le terrain, on voit si c'est bien accepté par le patient, si c'est mangé, et si au final, le bilan nutritionnel est positif. Et puis éventuellement, les chercheurs de leur côté, ils continuent à essayer de comprendre pendant ce temps-là. Mais on est obligé d'accepter le fait de chercher et proposer des solutions avant d'avoir toutes les clés mécanistiques qu'il y a derrière, parce que sinon on y sera encore dans 50 ans. Et pour les former, est-ce que tu as l'impression que les cuisiniers, bien sûr en restauration collective, sont plus amènes de prendre des responsabilités là-dessus, c'est-à-dire d'intégrer quand même des choses qui sortent de leur routine? Oui, effectivement, pour les former, puisque oui, je forme effectivement un peu tous les profs de cuisine, mais plutôt côté lycée hôtelier, mais du coup des gens qui deviennent, soit travaillent dans la restauration gastronomique, comme on dit, mais peuvent aussi s'orienter en collective. Et on a cette volonté que je vois vraiment sur les terrains, et depuis 10 ans que je suis responsable de ces formations, je vois l'évolution, avec cette envie, ce besoin de connaissance, en fait, et cette envie de comprendre. Qui dépasse le simple fait de savoir cuisiner. C'est savoir cuisiner, on va dire que c'est un peu le minimum, c'est le b.a.-ba, c'est presque une tautologie de dire ça, un cuisinier doit savoir cuisiner. Mais maintenant, ce besoin d'aller au-delà, et au-delà du simple souci de production, avoir une meilleure connaissance des manières de transformer les aliments et des conséquences sur la santé. De plus en plus, on voit les conséquences sur l'environnement qui reviennent, effectivement, et tant mieux. Donc on a cette espèce de souci de plus en plus partagé, d'avoir plus de recul sur le métier lui-même de cuisinier qui, il n'y a encore pas si longtemps que ça, était un transformateur un peu immédiat d'ingrédients en plat en respectant des fiches techniques qu'il avait appris dans son apprentissage, et ça n'allait pas beaucoup. Heureusement, il y en a qui allaient plus loin, mais dans la profession, on avait encore un peu ces réflexes qui sont de moins en moins, on va dire, de moins en moins marqués. Alors Dalila Assassi, dans votre micro-société qui prend ses responsabilités, dans votre ruche où il faut trouver des reines, que toutes les abeilles soient reines pour... Il y a un roi et une reine, hein. Le cuisinier et le roi, moi je veux dire que je suis la reine presque. D'accord. En tout cas, je rebondis sur ce qui a été dit là. En tout cas, moi, grâce au groupe, là, la restauration est quelque chose qui a été mis très en avant, en tout cas à tous les niveaux, hein, de la vaisselle à la présentation, la table, les menus. Et la communication avec les chefs cuisiniers est hyper importante. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée, j'avais les connaissances sur la nutrition. Et on leur demande de nous préparer des plats enrichis. Ils ne comprennent pas. Donc on communique beaucoup. Et ça, c'est un point super important. Et je pense qu'une de nos grosses réussites sur notre structure est le fait que les soignants et le service restauration a pu communiquer. Voilà, moi je vais en cuisine, je regarde les menus, je vais le voir, je lui dis j'ai quelques patients, ou j'en ai un, j'en ai deux là, qu'est-ce que tu peux me proposer, voilà. L'agent de liaison, c'est vous? Ouais, souvent, ou même les soignants, parce que quelque part l'ambiance est telle, comme il y a un climat de confiance et une certaine ambiance, que ça soit le serveur, que ça soit moi, l'AS, on sait qu'il y a une liberté. Voilà, on rentre parce que on a tendance à dire, les cuisiniers, attention, c'est leur cuisine, là. Alors, moi, souvent, je leur dis, votre cabane, là, vous en sortez jamais. Ils sortent pas, c'est pas comme un livre. C'est vrai. Alors, après, je sais pas sur d'autres structures ou d'autres, peu importe, mais je m'en moque un peu. Je leur dis, c'est votre cabane, vous. Hein. Quelque part, voilà, on peut penser qu'ils se protègent. Et en fait, moi, je les ai un peu sortis de là. En tout cas, le fait d'avoir communiqué, le fait de trouver un terrain d'entente, moi, je trouve qu'on fait un bon boulot, malgré les difficultés. Je ne dis pas que j'ai les solutions magiques, que chez nous, tout le monde mange. Mais globalement, moi, je suis ravie. Voilà, ces petites choses comme ça qu'on a installées entre nous.
Alors ça va de l'animatrice à la psychomotricienne, à moi, l'aide-soignante, la directrice, peu importe. On sait que c'est tout le monde. Voilà. En tout cas, il ne faut pas qu'on reste chacun dans notre cabane. Voilà. Le soin est sur un étage, les cuisines sont d'un côté, la lingerie, elle est au sous-sol. Et si tout ça ne vit pas ensemble, comme je dis micro-société, je reviens là-dessus et j'insiste, en fait, on est une grande maison avec les boutiques. Voilà. Le résident ne sort plus. Le salon de coiffure est là, la cuisine est là. Il peut, alors, il n'achète pas, il cuisine plus, mais il peut commander. Nous, on est là. Et c'est à nous de faire vivre tout ça. Et si on arrive à communiquer, ça fonctionne. Moi, je sais que depuis, ça fonctionne super bien avec nos chefs, parce que c'est vrai qu'ils viennent tous de la restauration, la plupart. Et le groupe est très sur la qualité. Donc, ils viennent travailler là, parce qu'on leur a dit qu'ils pourront faire de la bonne cuisine quelque part. Voilà, quand on dit bonne, avec des moyens. Surtout des moyens, parce qu'il faut leur donner des moyens. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et ils découvrent, on leur dit, mais ça revient. Alors, on a beaucoup de gaspillage, nous aussi. Ils ne comprennent pas, ils sont déçus. On nous dit que c'est pas bon, t'es résident, là, je ne comprends pas. Et je leur dis, mais non, c'est leur façon. Le résident, dans le pas bon, c'est le mal-être. Donc, derrière ça, je le dis, mais tu sais, il a quand même mangé. Donc, il te dira peut-être pas, c'est pas la majorité, il te dira pas que c'est. Il te dit c'est pas bon, mais c'est pas la majorité qui le dit. Et le fait d'aller les voir aussi, en tout cas de les faire sortir de leur cabane. Du coup, c'est une performance. Quelque part, oui, quand même. C'est-à-dire, ce que j'apprécie là, dans les discussions, c'est de voir que chaque acteur a un rôle à jouer. On a parlé des achats ce matin, on a parlé des cuisiniers, on a parlé du DAF qui vérifie que dans les comptes, tout ça, ça passe. On a parlé des soignants qui, en fait, sont au quotidien à côté des personnes qu'ils accompagnent et qui font beaucoup au contexte même préparatoire du repas, qui préparent l'alimentation au moment du repas. Chacun dans son rôle, on voit qu'il peut contribuer à ses objectifs avec certains leur technicité, d'autres beaucoup plus relationnels. Et la clé de voûte, ce sont les professionnels, et les professionnels ensemble, la pluridisciplinarité. La question, c'est comment on arrive à créer ce contexte qui va faire que les professionnels vont ensemble se saisir de la question et se dire maintenant, il faut qu'on agisse, chacun dans nos métiers. Là, c'est là que je vais faire appel à la RSE, pas pour avoir des grands principes à mettre devant, mais parce que il y a quelques concepts derrière qui disent ce qui peut aider, c'est d'abord une prise de conscience. On a entendu des chiffres ce matin, on est en termes de santé, une personne dénutrie, c'est jusqu'à 3 fois plus long de durée de séjour à l'hôpital, un quart des personnes âgées en EHPAD sont dénutries et on sait que c'est moins de facilité de cicatrisation, on a parlé ce matin des escarres, etc. etc. En termes de gaspillage alimentaire, enfin, il y a un certain nombre de chiffres qui peuvent provoquer la prise de conscience. De la prise de conscience, comment on passe à l'action, là la RSE nous dit la mise en mouvement, elle vient de l'écoute des parties prenantes. Les parties prenantes, la première, c'est d'abord le patient, la personne. Comment est-ce qu'au quotidien, on l'écoute? Comment le cuisinier sort de sa cuisine pour passer dans la salle pendant le temps du repas? Comment les soignants sont à l'écoute des situations particulières? Et c'est l'écoute des parties prenantes qui va faire que les professionnels vont se dire allez, on y va, on se lance. Il y a les patients, il y a les familles, évidemment, mais il peut y avoir évidemment les partenaires, les fournisseurs. On a certaines structures qui nous disent même c'est la ville qui a lancé une dynamique et on s'est dit on ne peut pas nous rester à l'écart. Voilà, une mise en mouvement. Et après, comment ça perdure? Eh bien, comment ça perdure? La RSE nous dit qu'en fait, faire une action comme ça, si on veut qu'elle soit durable, c'est pas une action où il faut chercher à atteindre un but. C'est plutôt lancer une dynamique. Vous savez, on est cousins de la qualité. C'est pas par hasard qu'on se retrouve souvent directeur qualité et RSE. C'est-à-dire dans une dynamique d'amélioration continue, de rester à l'écoute de ces parties prenantes pour voir comment on peut sans cesse ajuster et ne pas se fixer pour objectif de supprimer la dénutrition en 6 mois dans l'EHPAD. Ça, on l'a déjà essayé, ça n'a pas marché. Par contre, voilà, faire toujours mieux, des petits pas, des petites victoires, se donner les moyens de mesurer peut-être un peu ces petits pas, même si il faut savoir s'abstraire des indicateurs, mais voilà, au moins apprécier le chemin parcouru. Et
voilà, là-dessus, du coup, je peux me permettre peut-être de dire, à l'ANAP, on a 2 outils qu'on propose pour aider les structures à cette prise de conscience, cette mise en mouvement et le fait de perdurer dans une amélioration continue. La première, c'est vos fédérations, les fédérations des structures sanitaires et médico-sociales qui nous ont demandé de créer un observatoire du développement durable dans lequel la question du gaspillage alimentaire et lutte contre la dénutrition sont évoquées. Et là, on voit que la plupart des structures le voient comme un enjeu. Une grosse majorité font des choses. Très peu ont une démarche véritablement complète et formalisée. Mais ça veut dire qu'il y a déjà une prise de conscience. Et puis, ils nous ont demandé une deuxième chose, c'est de favoriser la mise en relation des professionnels. Donc voilà, l'ANAP anime un réseau de professionnels, ceux qui ont essayé des choses, qui ont des expériences, voilà, des succès, des échecs, parce qu'on apprend aussi de ces échecs. Et l'ANAP favorise cette mise en réseau pour faciliter cette prise de conscience, cette mise en mouvement et la durabilité des actions qui sont menées. Ok. Alors avant de donner la parole à ça pour quelques questions, je vais vous proposer un dernier tour de table avec une question que je propose, qui n'est pas la même que ce matin. Et puis, ça vous donne la possibilité, s'il y a un point que vous n'avez pas abordé, qui vous tient à cœur, de le partager avec l'auditoire. Donc, la question, ça serait de dire, on est dans une volonté avec la RSE, qui se traduit par les politiques, mais on est dans une logique un peu déclarative. Est-ce que vous vous sentez dans ces modes d'action optimistes par rapport à cette volonté face aux moyens et l'appropriation de cette volonté à travers des moyens qui sont à mettre en œuvre, en fait, que ce soit des moyens humains ou des moyens financiers. Est-ce que cette distance entre les moyens qui permettent de déployer la volonté qui s'affiche très clairement autour de politiques comme ça et la réalité de ce qui est en train d'arriver sous nos yeux, est-ce que ça vous rend optimiste ou patient ? N'importe. Qui veut s'emparer de la question? Dalila, vous disiez qu'il ne faut jamais renoncer, par exemple. Oui, voilà. Moi, je dis un peu les deux. Je crois qu'il faut... parce que sinon... sinon, on abandonne tout. Hein. Ouais, je crois qu'il faut être... Voilà, faut pas... Comment le dire? Je crois que c'est... faut y croire, quoi. Voilà, et c'est un travail de tous les jours, parce que sinon, comme vous disiez, ça serait trop facile. Hein. Voilà, objectif, zéro nutrition, objectif... Je crois que c'est tous les jours, et c'est ces petits plaisirs-là de tous les jours qui font que on va y arriver à un moment donné. Après, c'est la faute à personne, c'est pas facile, on subit. Moi, je me dis, voilà, je vais pas me battre avec mon chef parce qu'il me fait pas ce que je veux, je vais pas me battre avec ma direction parce que, ou la direction de la restauration du groupe parce qu'ils me donnent pas les moyens. Donc, ces petits peu-là, je prends et j'avance. C'est un moment où ça bouge quand même. Et je pense qu'aussi, nous, les structures, on doit sortir de nos structures. En tout cas, c'est aussi important les mélanges, comme aujourd'hui. Voilà. On a tendance à gémir, hein, voilà, à dire ouais, j'ai pas assez de monde, j'ai pas assez... C'est toujours la même chose. Voilà, j'entends depuis des années, on n'est jamais assez, on n'a pas le temps, on a ceci, personne nous écoute. Les faits sont là, voilà, les EHPAD font grève, voilà, on connaît tous l'avenir de la personne âgée en France. Voilà, je pense qu'il faut réfléchir maintenant pour dans 10 ans ou dans 20 ans, parce que quand on voit maintenant... Là, j'ai un peu peur, pas peur, mais bon, je me dis, il faut vite réfléchir sur les moyens. Si on ne change pas, nous, et on est là pour changer, il faut que je pense qu'on se mélange. Voilà, des chercheurs, des gens de terrain, voilà. Et ça, moi, je trouve ça superbe, quoi. Et je pense qu'il n'y en a pas assez encore. Voilà, il n'y en a pas assez, pas assez. Alors, j'ai un groupe qui m'a permis de rencontrer C6, Moi, j'étais comme ça, j'étais contente, en me disant, waouh, il y a des gens qui réfléchissent, ça y est. On sort... non, mais c'est vrai. Ouais, en tout cas, on sort... Vous incluez pas dedans. Si. Mais on avait l'impression que chacun, en fait, on restait avec nos problèmes, et on pensait qu'il n'y avait que nous. Et en fait, pas que du voilà. Le milieu, le médico-social, voilà, on n'y pense pas, mais il y a à la fois la personne âgée et le milieu de l'handicap. C'est deux populations différentes, mais je suis sûre qu'on se retrouve, quoi, en fait, avec les mêmes problématiques d'avenir. Oui. Donc je vais clarifier, parce que j'ai l'impression que ma question était un peu alambiquée. Ouais. On a deux voyants. On a un voyant d'affichage qui s'appelle RSE, politique progressiste, tout ce que vous voulez, et un autre voyant moyens limités, moyens réduits. Est-ce que cette concomitance fait qu'aujourd'hui, on a des raisons d'être optimiste? Alors, moi, je fais une réponse de Normand, oui et non. Je vais commencer par le non. Quand on voit des Trump ou des lois alimentation qui sont quand même, qui ont été quand même
déshabiller de leur substance, ça inspire pas forcément à l'optimisme immodéré. Par contre, oui, et je termine par le oui parce que je suis plutôt un optimiste de nature. Oui, parce que je crois sincèrement à l'image du colibri de Pierre Rabhi qui dit lorsqu'il y a un feu dans une forêt et qu'il n'y a que le colibri qui prend une goutte d'eau dans son bec et qui va le balancer sur le feu, tous les animaux lui disent mais ça sert à rien ce que tu fais. Et en fait, non, le fait de balancer une goutte d'eau sur un feu de forêt, ça sert pas à grand chose. Par contre, le fait d'essayer d'emmener avec lui l'ensemble des autres animaux, là, il y a quelque chose. Donc, je reprends ce que disaient mes voisins, la technique des petits pas, c'est-à-dire que c'est en faisant des petits pas et en essayant d'emmener avec nous un collectif, eh ben, qu'on va faire bouger les politiques, qu'on va faire bouger les institutions. Et donc, oui, quand même, je garde une part d'optimisme, parce que je suis persuadé que ce que véhicule la RSE, on peut l'appeler comme on veut, ce que véhicule ce mouvement autour d'un retour à une restauration plus saine, plus simple aussi, plus locale, etc., je suis persuadé que ce n'est pas un mouvement de mode. Mais ça, c'est une conviction personnelle. Conviction complètement partagée sur les effets collatéraux. Parce que oui, il y a des éléments de cadrage, des éléments, effectivement, des affichages aussi. Mais derrière cela, en fait, le fait de s'obliger à travailler les uns avec les autres, à sortir des cabanes, de toutes les cabanes, c'est presque un prérequis aujourd'hui. Mais au-delà de ça, dans nos institutions aussi, on a vu que ça nous a fait réfléchir sur le sens, le pourquoi, le sens du geste. Et ça, ce mouvement, c'est pas un mouvement qui va s'éteindre. En tout cas, voilà. Et je suis optimiste de ce côté-là. Pessimiste sur le chemin à parcourir, parce que oui, les moyens sont pas encore... Voilà. Mais optimiste sur le résultat et sur le mouvement. La science n'a pas le droit de prendre... Ah oui, la science, non. La science n'a le droit d'être ni optimiste ni pessimiste. On se doit être purement factuel. Alors le citoyen. Voilà. C'est ça. Non, je refuse de parler en tant que citoyen, mais non, quand même, on a parlé d'un mot-clé qui est intéressant, effectivement, et qui, pour le coup, me parle beaucoup, c'est réflexion. À partir du moment où il y a des réflexions qui sont mises en jeu, on peut se dire que c'est déjà une première étape. Évidemment, il ne faut pas s'arrêter là, il faut que les réflexions se transforment en action. Mais déjà, c'est bien de réfléchir. On a parlé de renaissance, mais on est loin d'être les seuls, et tant mieux. Il y a beaucoup de programmes de recherche qui se mettent en branle et qui essayent d'avoir cette approche holistique ou pluridisciplinaire et de prendre en compte un maximum d'informations qu'on a et de les traduire en action. Je pense que c'est vraiment, quand je vois l'effervescence un peu que génère ce type d'approche aujourd'hui, je suis quand même optimiste sur le fait qu'on est loin d'être seul à chercher des solutions et donc on augmente les potentialités d'en trouver. Après, je voudrais juste terminer sur un mot-clé aussi, je pense, qui est un des plus importants, c'est cette histoire d'envie, et de donner envie de manger. Là, je reviens pour parler en termes de solutions techniques qui sont toujours finalement assez limitées. Si je raisonne en tant que scientifique et où je vais m'adresser à des chefs de cuisine, et puis on peut éventuellement mettre au point ensemble une recette qui va nous paraître extraordinaire parce qu'on aura enfin réussi à mettre au point un plat qui nous paraît extrêmement appétissant et qui répond parfaitement au cahier des charges nutritionnelles, etc. Si à la fin la personne ne le mange pas, comme je disais tout à l'heure, ça ne servira à rien. Donc cette notion d'intégrer l'envie du résident est quelque chose qui dépasse la science, parce que c'est pas vraiment mesurable, cette histoire-là, mais on est obligé d'en tenir compte et de se dire, moi, ce que je dois faire dans un monde idéal en tant que cuisinier, c'est donner à manger à la personne ce dont elle a envie. Et ça, c'est plus de la physique, c'est plus de la chimie, c'est du lien social, c'est de l'écoute, et c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre, du coup, finalement, presque encore plus. C'est de la magie, en fait. Parce que je fais référence à une très belle phrase de Goethe qui parle de l'engagement, et qui dit que l'engagement entraîne la magie de choses qui se mettent en place les unes derrière les autres. En fait. J'aime pas le mot magie, mais bon, c'est pour torturer un peu que je le prononce à côté de toi, c'est bien l'objectif. Ouais, c'est une partie de sociologie. Et Benjamin, vous, ça tombe bien que vous clôturiez avant les questions éventuelles, parce que vous m'avez dit que vous aviez une vision optimiste et que votre job, c'était censé la faire partager, quoi. Voilà. Oui, on a résolument une vision optimiste des choses. Pourquoi ? Parce que la situation est trop flagrante pour qu'on reste sans rien faire, mais surtout parce que c'est notre métier de professionnel dans ce secteur, c'est notre métier d'accompagnement des personnes qu'on a dans nos structures, c'est notre métier que de leur fournir un lieu de vie qui
les développent, qui répondent à leurs besoins, qui ne les dénutrissent pas. Donc toutes ces actions donnent du sens, et moi je pense qu'au-delà de la question de la dénutrition des personnes, enfin, le levier pour répondre à cette question, c'est celui d'améliorer, de miser sur les professionnels, sur le sens de leur travail, sur pourquoi ils viennent au travail, et donc sur la qualité de leur vie au travail, parce que on retrouve le sens de tout ça. Et j'ai tendance à dire, heureusement que la réglementation ne nous force pas à faire tout ça, heureusement que nous ne sommes pas suivis par des indicateurs au niveau national pour savoir si on met bien en place tout ça très précisément, parce que les professionnels le feraient parce que c'est obligatoire. Voilà. Là, ils le font parce qu'ils savent pourquoi ils le font, parce que c'est leur métier, et laissons-leur faire leur métier, ayons confiance dans les professionnels pour faire leur métier et lutter contre ce fléau qui aujourd'hui touche trop de personnes âgées handicapées dans nos structures. Alors, mais optimiste. Optimiste. Je vous lirai la phrase de Goethe. C'est 30 secondes en début de la prochaine table ronde, parce que je pense que ça peut inspirer les gens qui sont ici. Est-ce que nous avons des questions? Ou est-ce que nous avons très chaud et très soif? C'est pas exclusif, effectivement. Bon, déjà, un grand merci à vous tous et à l'organisation de cette journée. Je travaille sur un public qui n'a pas été encore cité dans vos interventions, les adolescents et la santé mentale. Globalement, les troubles des conduites alimentaires, donc de la dénutrition volontaire quelque part. 30 ans d'accompagnement en tant que diététicienne dans un établissement, puis maintenant à la qualité et à la gestion des risques. Mais voilà, toujours avec cette idée de oui, je continue à avoir envie pour les patients, envie pour les professionnels. Je pourrais presque dire, si tu m'écoutais, tu m'entendrais, c'est ce que je vais retenir de cette journée. Et j'aurais voulu savoir où trouver cette plateforme de mise en réseau. Est-ce que c'est uniquement sur le site de l'ANAP? Et deuxième question, c'est tout ce qui est cette charte GPS, est-ce qu'elle est accessible à d'autres à d'autres structures et à d'autres partenaires? Voilà. Ça fait l'objet complètement d'une publication par ailleurs. À la fois cette charte qui derrière cela était une forme d'engagement avec les partenaires, d'engagement aussi d'indicateurs, pour le coup, de toute nature. Elle est complètement accessible, ça a fait l'objet, donc du coup, oui, je la transmettrai directement via Eric Comelin, et je pense qu'à travers votre site, vous allez pouvoir imaginer les choses. Aucun problème. Au-delà de cette charte, ça va même un peu plus loin. Il a même été prototypé différentes pathologies aussi, différents publics, différents profils. Et du coup, puisqu'on est encore dans des indicateurs, bien finalement, en fait, le paramétrage, et là, on est dans le profil de l'attendu. Voilà. Donc oui, c'est très intéressant par ailleurs. Et donc, sans aucun problème. On est pour le partage. Et c'est peut-être aussi comme ça qu'on va faire avancer notre citoyenneté par ailleurs. Peut-être pour répondre à la première question, donc ça fait partie des missions de l'ANAP que de mettre à disposition toutes ces ressources. Donc on a un centre de ressources qui diffuse les publications, les retours d'expérience, etc. rse.anap.fr et RSE comme responsabilité sociétale des établissements. On a dit que le E, ça voulait dire établissement plutôt qu'entreprise, parce que c'est plus... voilà. .anap.fr. Et vous avez à cet endroit l'Observatoire du développement durable, la présentation des membres du réseau pour faciliter la mise en relation, les discussions avec les membres du réseau et toutes les ressources documentaires que l'ANAP sélectionne pour les établissements de santé et médico-sociaux pour mettre en œuvre les démarches sur ces questions-là, comme sur tous les autres sujets, car vous savez que le développement durable est assez large comme sujet. D'autres questions ou pas? Non. On se retrouve
Bon, bah écoutez, merci pour cette deuxième table ronde. Ce qu'on vous propose, 5 minutes de petite pause.